Des brutes, lui, arrachent ses lunettes. Elle le terrasse. Si fort qu'il brise le plancher, Léa Dubois se déplaçait dans le lycée Victor Hugo comme une ombre, sa silhouette menue étant à peine perceptible parmi les centaines d'élèves affairés. Mesurant à peine 1,50 m avec des cheveux auburn indomptables et d'épaisses lunettes qui glissaient constamment sur son nez, elle avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. Ses vêtements flottaient sur son corps mince, et elle gardait la tête baissée, serrant les bretelles usées de son sac à dos, comme des bouées de sauvetage dans le champ de mine sociale qu'était le lycée. Ce que personne de ses camarades de classe ne savait, c'est que tous les mardis et jeudis soirs, depuis 8 ans, Léa disparaissait dans le studio d'arts martiaux de Maître Lee, en centre-ville, où elle avait obtenu sa ceinture noire de taekwondo. Ses parents l'avaient inscrite après que des enfants du quartier l'avaient fait tomber de son vélo, mais Léa n'avait jamais mentionné son entraînement à l'école. La fille tranquille qui sursautait quand les gens élevaient la voix était la même personne qui pouvait casser des planches à main nue et exécuter des coups de pied sautés qui rendraient jaloux les athlètes olympiques. Le lycée Victor Hugo s'étendait sur 6 hectares dans une banlieue parisienne, ses bâtiments en briques rouges et ses pelouses soignées lui conférant une respectabilité académique. L'école était fière de son équipe de football championne et de ses taux élevés d'admission à l'université, mais comme la plupart des institutions, elle avait des coins sombres où l'œil vigilant de l'administration n'atteignait pas. La cour de déjeuner extérieure, avec ses tables de pique-nique dispersées et ses angles morts créés par de grands chênes, était devenue un terrain de chasse pour ceux qui s'attaquaient aux vulnérables. La cage d'escalier près du gymnase, toujours faiblement éclairée et rarement surveillée, servait d'autre endroit préféré pour ceux qui préféraient la cruauté sans témoin. Léa fréquentait Victor Hugo depuis 3 ans, depuis que sa famille avait déménagé en région parisienne lorsque son père avait été muté. Elle espérait qu'un nouveau départ lui donnerait une chance de se réinventer, mais dès la première semaine, elle avait d'une manière ou d'une autre peint une cible sur son dos. Peut-être était-ce sa façon de buter sur les mots lorsqu'elle était interrogée en classe, ou sa façon de déjeuner seule en lisant des romans fantastiques, ou simplement le fait qu'elle avait l'air de quelqu'un qui ne se défendrait pas. Quelle qu'en soit la raison, elle est devenue un aimant pour les élèves qui trouvaient du plaisir à rendre les autres malheureux. Tristan Garnier régnait sur la hiérarchie sociale de l'école avec une confiance qui découlait de son maître 85, de ses aptitudes athlétiques naturelles et d'un sourire facile qui faisait croire au professeur qu'il était un bon garçon malgré des preuves du contraire. Ses cheveux blonds cendrés étaient toujours parfaitement coiffés et il portait sa veste de l'équipe de sport comme une armure, les écussons et les badges annonçant son statut de titulaire au poste d'arrière et de vice-président du conseil des élèves. Pour la plupart des adultes, Tristan était l'image de l'adolescent français parfait. Pour les élèves comme Léa, il était quelque chose de bien plus dangereux. Flanqué de Tristan se trouvaient ses 2 plus proches alliés, Damien Moreau, un lutteur trapu dont l'humour impliquait l'intimidation physique, et Antoine Leclerc, dont la langue acérée pouvait réduire quelqu'un en larmes avec une précision chirurgicale. Le trio avait perfectionné sa routine au fil des ans, sachant exactement jusqu'où il pouvait aller sans franchir les limites qui entraîneraient de graves conséquences. C'étaient des brutes intelligentes, ce qui les rendait infiniment plus dangereuses que les voyous évidents qui finissaient par se faire expulser. Le premier incident s'est produit pendant la seconde de Léa, lorsqu'elle a accidentellement heurté Tristan en se précipitant en cours de chimie. Ses livres se sont éparpillés sur le sol, et alors qu'elle se précipitait pour les ramasser, Tristan a marché sur son cahier, enfonçant son talon dans des notes écrites avec soin. « Fais attention où tu vas, Binoclarde », dit-il avec ce sourire charmant, tandis qu'Antoine ricanait en disant qu'elle avait peut-être besoin de lunettes plus fortes. Damien a accidentellement fait tomber son étui à crayon dans le couloir, éparpillant le contenu comme des miettes de pain. Le tout a duré 30 secondes, mais a établi le schéma qui allait définir les 2 prochaines années de la vie de Léa. Au début, les incidents étaient sporadiques et relativement mineurs.
Un coup d'épaule dans le couloir qui l'a fait trébucher contre les casiers. Des commentaires sur ses vêtements ou son apparence juste assez forts pour que les élèves à proximité les entendent et rient. Son déjeuner se faisant accidentellement renverser de la table à la cantine, la laissant nettoyer le désordre tout en retenant ses larmes. Chaque incident était soigneusement calibré pour être niable, explicable comme un accident ou une taquinerie inoffensive si un adulte le remettait en question. La réaction initiale de Léa était exactement ce qu'il voulait. Elle absorbait l'humiliation en silence, nettoyait leurs dégâts et essayait encore plus fort de rester invisible. Elle se disait que se défendre ne ferait qu'empirer les choses, qu'attirer l'attention ferait dégénérer la situation hors de son contrôle. Plus important encore, elle avait promis à ses parents, lorsqu'ils l'avaient inscrite aux arts martiaux, qu'elle n'utiliserait jamais son entraînement pour blesser qui que ce soit, à moins que sa vie ne soit en danger réel. Les arts martiaux, c'est la discipline et la maîtrise de soi, avait dit son père. Il ne s'agit pas de gagner des combats, il s'agit de les éviter. Ces mots résonnaient dans son esprit chaque fois que Tristan et ses amis repoussaient ses limites, même si une partie d'elle avait envie de leur montrer exactement ce dont elle était capable. Madame Martin, son professeur de français, a remarqué des ecchymoses occasionnelles sur les bras de Léa et lui a demandé si tout allait bien à la maison. Monsieur le maire, le professeur de sport, a vu comment Léa sursautait chaque fois que des élèves s'approchaient trop pendant les activités d'équipe. Mais lorsqu'on lui demandait des détails, Léa avait toujours des explications toutes faites. Elle était maladroite, elle se faisait des bleus facilement, elle préférait simplement rester seule. Les adultes voulaient la croire parce que l'alternative signifiait reconnaître quelque chose de laid qui se passait sous leurs yeux, et l'intervention signifiait de la paperasse et des conversations difficiles avec les parents d'élèves populaires. D'autres élèves l'ont remarqué aussi, mais leur réaction a été différente. Certains éprouvaient une réelle sympathie pour Léa, mais avaient trop peur de devenir eux-mêmes des cibles pour intervenir. D'autres trouvaient un divertissement cruel à regarder quelqu'un d'autre absorber l'attention négative qu'il pourrait autrement recevoir. Quelques-uns semblaient se consoler en sachant qu'ils n'étaient pas au bas de la chaîne alimentaire sociale. L'effet spectateur s'épanouissait dans les couloirs de Victor Hugo, où tout le monde apprenait que la réponse la plus sûre au témoignage de la cruauté était de détourner le regard et de marcher plus vite. Au fur et à mesure que la première progressait, les incidents s'intensifiaient. Tristan et ses amis devenaient plus audacieux, sentant peut-être que Léa ne les dénoncerait jamais ou ne se défendrait pas. Ils ont commencé à programmer leur rencontre pour un maximum d'humiliation. Pendant la forte affluence du déjeuner, Damien heurtait accidentellement Léa alors qu'elle portait son plateau, faisant voler la nourriture et exploser sa brique de lait sur le sol. Toute la cantine se tournait pour regarder, certains riant, d'autres grimaçant d'embarras par procuration, tandis que Léa s'agenouillait pour nettoyer le désordre avec des serviettes en papier qui se désintégraient dans des flaques de lait et de ketchup. La cage d'escalier du gymnase est devenue leur terrain de chasse préféré pour le harcèlement verbal. L'acoustique transmettait leurs rires et leurs commentaires dans tout l'espace, mais l'endroit était suffisamment isolé pour qu'aucun professeur ne soit jamais témoin des rencontres. Ils ont découvert que l'itinéraire de Léa vers son cours de biologie de 6e heure la faisait passer par cet endroit, et ils ont commencé à programmer leurs mouvements pour croiser les siens. Antoine faisait des commentaires sur son apparence, ses vêtements, le manque évident d'argent de sa famille en se basant sur son sac à dos de magasin discount et ses baskets d'occasion. Damien suggérait des améliorations à son look, se demandant à voix haute si elle avait déjà envisagé des lentilles de contact ou une coupe de cheveux différente ou peut-être simplement de changer d'école complètement. Tristan jouait le rôle du raisonnable, disant occasionnellement à ses amis de se calmer, tout en ne faisant rien pour les arrêter réellement. À travers tout cela, Léa a enduré. Elle a développé des stratégies de survie, des itinéraires alternatifs à travers l'école, une programmation prudente des mouvements et une armure mentale qu'elle s'enveloppait chaque matin avant de franchir les portes de Victor Hugo.
Elle s'est jetée dans ses études, maintenant une moyenne de 18-20, qui la mettait en lice pour être major de promotion, comme si l'excellence académique pouvait en quelque sorte la protéger de la cruauté sociale. Ses professeurs ont fait l'éloge de son dévouement et de son éthique de travail, ne soupçonnant jamais que l'école était devenue un test d'endurance plutôt qu'un lieu d'apprentissage. À la maison, Léa a continué son entraînement aux arts martiaux avec une intensité accrue. Maître Lee a remarqué son attention améliorée pendant les séances de sparring, la façon dont elle canalisait ses émotions dans une technique précise. Il entraînait des élèves depuis plus de 30 ans et reconnaissait les signes de quelqu'un qui travaillait à travers la colère et la frustration. Mais lorsqu'il l'interrogeait doucement sur sa vie en dehors du studio, Léa esquivait avec la même habileté qu'elle utilisait pour dévier les coups de poing pendant l'entraînement. Elle allait bien, l'école allait bien, tout allait bien. Le point de rupture est survenu un mardi de novembre, lorsque l'air d'automne portait la promesse de l'hiver et que la saison de football touchait à sa fin vers les séries éliminatoires. Léa attendait ce jour avec impatience, parce que Chloé Lemaire, une nouvelle élève qui avait été transférée au début du semestre, lui avait demandé d'étudier ensemble pour leur prochain contrôle de chimie. Chloé était tout ce que Léa n'était pas, confiante, extravertie, jolie d'une manière naturelle qui rendait les autres filles à la fois admiratives et envieuses. Elle avait des cheveux noirs saisissants qui captaient la lumière quand elle bougeait et des yeux bruns qui semblaient tout remarquer. Plus important encore, Chloé avait fait preuve d'une gentillesse sincère envers Léa lors de leurs brèves interactions, l'aidant à ramasser des livres tombés sans qu'on le lui demande et la défendant lorsqu'Antoine faisait des commentaires particulièrement cruels à portée de voix. Elles avaient convenu de se rencontrer à la bibliothèque pendant le déjeuner, mais Léa devait d'abord récupérer ses notes de chimie dans son casier. Elle révisait mentalement les structures moléculaires en manipulant sa combinaison, complètement absorbée par les pensées de liaison covalente et de partage d'électrons. Elle n'a pas remarqué Tristan, Damien et Antoine s'approcher avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper. Eh bien, qu'avons-nous ici ? La voix de Tristan portait ce ton particulier qui faisait se serrer l'estomac de Léa d'effroi. J'ai entendu une rumeur selon laquelle notre petit rat de bibliothèque s'est fait des amis. Léa serra son cahier de chimie contre sa poitrine et essaya de les contourner, mais Damien se déplaça pour bloquer son chemin. Le couloir était surtout vide, puisque le déjeuner avait déjà commencé, ce qui signifiait moins de témoins, mais aussi moins de chances d'intervention des professeurs. « J'ai entendu dire que tu donnais des cours particuliers à la nouvelle », ajouta Antoine avec un sourire narquois. « Chloé machin chose, jolie fille, bien au-dessus de ton niveau, tu ne crois pas? Elle m'aide juste à étudier, marmonna Léa, sa voix à peine audible. Elle garda les yeux fixés sur le sol, espérant que la soumission leur ferait perdre intérêt et passer à autre chose. Peut-être devrions-nous donner un avertissement à Chloé, suggéra Tristan, son ton décontracté mais ses yeux calculateurs. Lui faire savoir avec quel genre de personne elle perd son temps. On ne voudrait pas qu'elle se fasse une fausse idée des normes de notre école. La menace était claire et Léa sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. C'était une chose qu'ils la prennent pour cible, mais l'idée qu'ils tournent leur attention vers Chloé à cause de leur association la remplissait d'une autre sorte de peur. « S'il vous plaît », murmura Léa, le mot s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Laissez-la tranquille. »« Oh, maintenant elle supplie », dit Antoine avec délice. « C'est encore mieux que ce que je pensais. Elle a un petit béguin. » La sonnerie indiquant la fin de la période de déjeuner retentit et les élèves commencèrent à revenir dans les couloirs. Léa pensa qu'elle était sauvée, qu'ils se disperseraient dans leurs classes respectives et la laisseraient tranquille. Mais alors que Chloé apparaissait au bout du couloir, marchant vers eux avec son manuel de chimie à la main et un sourire amical sur son visage, Léa réalisa que la situation allait empirer. « Chloé !» appela Antoine joyeusement, lui faisant signe de s'approcher. « Ça tombe à pic, on parlait justement de toi. » Chloé s'approcha avec le genre de confiance qui vient du fait de n'avoir jamais été la cible d'une cruauté systématique.
Elle sourit à Tristan et à ses amis avec une chaleur sincère, ne reconnaissant pas encore la lueur prédatrice dans leurs yeux. « Salut », dit-elle, puis se tourna vers Léa. « Prête pour notre session d'études ? J'ai apporté mes notes sur les composés ioniques. » « En fait, » dit Tristan, se plaçant légèrement entre Chloé et Léa, « nous étions juste en train de discuter si notre petite amie ici avait mentionné sa réputation à l'école. »« Ce n'est pas vrai, » dit fermement Chloé, quand Damien intervint avec des commentaires sur le fait que Léa était le cas de charité de l'école. « Léa est vraiment intelligente et elle n'a été que gentille avec moi depuis que je suis arrivé ici. »« Intelligente, bien sûr, » acquiesça Antoine avec une fausse sincérité. « Mais intelligente ne compense pas tout le reste, tu sais. La façon dont elle s'habille, la façon dont elle agit de manière bizarre et antisociale. La plupart des gens pensent qu'elle est un peu effrayante en fait. » L'avertissement était subtil mais indubitable. Fréquenter Léa et risquer de devenir vous-même une cible. C'était le même calcul que des dizaines d'autres élèves avaient fait au fil des ans, et Léa observa le visage de Chloé alors qu'elle traitait les mathématiques sociales de la survie au lycée. « De plus, » ajouta Damien, tendant soudainement la main et arrachant les lunettes de Chloé de son visage, « peut-être que la binoclarde ici pourrait apprendre quelque chose de ton sens du style. Ce sont des montures bien plus jolies. » Chloé cligna des yeux dans une myopie soudaine, tendant automatiquement la main vers ses lunettes. « Hé, rends-les !» Mais Damien était déjà en train de les lancer à Antoine, qui les attrapa avec un sourire. « Voyons comment elles vont à notre amie ici, » dit-il, se dirigeant vers Léa. « Arrêtez !» dit Chloé, plus fermement maintenant. « Rends-moi mes lunettes tout de suite. »« Ou quoi ?» demanda Antoine, tenant les lunettes juste hors de portée de Léa, alors qu'elles restaient figées entre eux. « Tu vas nous dénoncer ? Pourquoi jouer à la baballe ?» Léa pouvait voir Chloé plisser les yeux, essayant de se concentrer sur ce qui se passait autour d'elle. Sans ses lunettes, la posture confiante de Chloé avait changé en quelque chose de plus incertain, de plus vulnérable. « Allez, binoclarde !» railla Damien, tenant les lunettes plus haut. « Saute pour les avoir. Montre à ta nouvelle amie à quel point tu es athlétique. »« S'il vous plaît !» dit Léa à nouveau, se détestant de supplier mais ne voyant aucune autre option. « Rendez-les justes. Dis s'il te plaît comme si tu le pensais, » exigea Antoine. « Mets-toi à genoux et supplie correctement. » Le couloir se remplissait d'élèves maintenant, alors que la prochaine période de cours approchait. Certains se dépêchaient de passer en détournant les yeux, tandis que d'autres ralentissaient pour regarder le divertissement. « C'est ridicule, » dit Chloé, sa voix plus forte maintenant malgré son désavantage évident. Elle commença à se diriger vers Antoine, tendant la main vers ses lunettes. « Rends-les tout de suite. »« Doucement, » dit Tristan, se plaçant devant Chloé et posant ses mains sur ses épaules pour arrêter sa progression. Le contact était bref et pouvait facilement être expliqué comme essayant d'empêcher une collision. Mais Léa vit Chloé tressaillir légèrement au contact inattendu. Ce tressaillement a tout déclenché. À ce moment-là, Léa a vu son propre avenir se refléter dans le visage de Chloé. Elle a vu l'érosion progressive de la confiance, les calculs prudents sur les couloirs à éviter, la lente transformation de nouvelles venues extraverties en victimes prudentes. Elle a vu Chloé apprendre à se faire plus petite, plus silencieuse, plus invisible, tout cela pour éviter l'attention des garçons qui trouvaient du plaisir dans la peur des autres. Quelque chose s'est cristallisé dans l'esprit de Léa avec une clarté parfaite. Elle avait passé 2 ans à se dire que son entraînement aux arts martiaux était pour la discipline et la maîtrise de soi, que la violence n'était jamais la réponse, que s'élever au-dessus de leur niveau était le choix moral. Mais en regardant les mains de Tristan sur les épaules de Chloé, en voyant le regard calculateur dans les yeux d'Antoine alors qu'il tenait les lunettes juste hors de portée, elle réalisa que son inaction n'était pas noble, c'était de la complicité. En refusant de se défendre, elle leur avait permis de perfectionner leur technique sur elle avant de les tourner vers quelqu'un d'autre. Le bruit du couloir sembla s'estomper en un bruit de fond alors que Léa prenait sa décision.
Maître Li lui avait appris que les arts martiaux servaient à se protéger et à protéger les autres du mal. Il lui avait également appris que parfois, la réponse la plus disciplinée était celle qui arrêtait une menace avant qu'elle ne puisse dégénérer. « Rends-lui ses lunettes », dit Léa, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit regarder Antoine vers elle avec surprise. « Pardon ?» rit Antoine. « La souris vient de couiner ? J'ai dit « rends-lui ses lunettes », répéta Léa, avançant. Sa posture avait subtilement changé, son poids se déplaçant sur la plante des pieds dans une position qui semblait décontractée, mais qui permettrait un mouvement explosif dans n'importe quelle direction. « Ou quoi ?» demanda Damien, se déplaçant pour la flanquer. « Tu vas nous dénoncer au proviseur ?» Léa regarda Chloé, qui plissait toujours les yeux dans leur direction, essayant de suivre la conversation par le son. Elle pensa à tous les élèves qui avaient regardé son humiliation au fil des ans, qui avaient appris par son exemple que les brutes ne faisaient face à aucune conséquence pour leurs actions. « Ou je vais les reprendre », dit-elle simplement. Les mots restèrent en suspens pendant un moment, et Léa put voir l'instant précis où Tristan, Damien et Antoine réalisèrent que quelque chose de fondamental avait changé. La fille tranquille, qui avait absorbé leurs abus pendant 2 ans, les regardait avec des yeux fixes qui ne contenaient aucune trace de peur. « Tu vas les reprendre ?» répéta Tristan, comme si le concept était si étranger qu'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour le croire. « C'est exact, » dit Léa, faisant un autre pas en avant. Antoine tint les lunettes plus haut, souriant. « J'aimerais bien te voir essayer, Binoclarde. » Ce qui se passa ensuite prit moins de 3 secondes, mais pour les élèves qui regardaient dans le couloir, cela sembla se dérouler au ralenti. Léa avança avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des années à répéter les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent instincts. Sa main droite se leva pour saisir le poignet d'Antoine, non pas avec l'étreinte désespérée de quelqu'un qui tend la main vers un objet, mais avec la prise contrôlée de quelqu'un qui comprenait l'effet de levier et la manipulation des articulations. Le sourire confiant d'Antoine vacilla lorsqu'il sentit la pression sur son poignet, une sorte d'inconfort spécifique qui indiquait que son adversaire savait exactement quel nerf cibler. Avant qu'il ne puisse réagir, la main gauche de Léa captura les lunettes, tandis que sa main droite appliquait juste assez de pression pour le faire les relâcher par réflexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Damien s'avança, mais s'arrêta lorsque Léa se tourna pour lui faire face. Elle tendit les lunettes à Chloé avec une délicatesse prudente, son mouvement si doux qu'il semblait chorégraphié. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce avec une sincère inquiétude. Chloé remit ses lunettes et cligna des yeux alors que le monde revenait à la netteté. Quand elle regarda Léa, son expression contenait de la surprise, de la gratitude et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Je vais bien, » dit Chloé. « Merci. » Le simple échange sembla enrager Antoine, qui se frottait le poignet et fixait Léa avec une hostilité nouvelle. « Tu te crois forte maintenant? Tu penses que saisir le poignet de quelqu'un fait de toi une dure à cuire? » « Je pense que prendre les lunettes de quelqu'un fait de toi une brute, » répondit calmement Léa. « Et je pense que ça s'arrête maintenant. »« Ça s'arrête quand on dit que ça s'arrête, » dit Tristan, sa voix portant un tranchant qui n'était pas là auparavant. « En fait, » dit Léa, croisant son regard directement pour ce qui semblait être la première fois depuis des années, « ça s'arrête maintenant. » Le couloir était devenu plus silencieux, alors que de plus en plus d'élèves s'arrêtaient pour regarder. Certains avaient sorti leur téléphone, sentant que ce qui se passait valait peut-être la peine d'être enregistré. « Tu sais quel est ton problème ?» dit Tristan, s'approchant de Léa. « Tu ne comprends pas ta place ici. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. »« Je comprends parfaitement, » répondit Léa. « Vous vous en prenez aux gens qui, selon vous, ne se défendront pas, et quand quelqu'un finit par le faire, vous ne pouvez pas le supporter. » Damien se déplaça à la gauche de Léa, tandis qu'Antoine tournait à sa droite, et elle reconnut immédiatement la formation. C'était le même positionnement triangulaire que les prédateurs utilisaient pour isoler et intimider leur proie, conçu pour faire en sorte que la cible se sente entourée et dépassée. Il y a 2 ans, cela aurait fonctionné,
Mais la personne qui se tenait dans ce couloir n'était pas la même fille qui s'était d'abord recroquevillée sous leur attention. « Dernière chance », dit Tristan, sa voix portant le genre de fausse raisonnabilité que les brutes utilisaient avant de passer à la violence. « Excuse-toi d'avoir mis tes mains sur Antoine, et on oubliera toute cette histoire. » Léa jeta un coup d'œil aux élèves qui regardaient à distance, pensant être en sécurité. Elle vit le mélange d'anticipation et de peur sur leur visage, la façon dont ils tenaient leur téléphone prêts à capturer ce qui allait se passer. « Non », dit-elle simplement. Antoine fit le premier mouvement, se jetant en avant avec le genre de coup sauvage qui venait de la colère plutôt que de l'entraînement. Pour quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer des techniques défensives, son approche était télégraphiée et maladroite. Léa esquiva en douceur, utilisant son élan contre lui, et appliqua un lancer de hanche de base qui le fit tomber au sol avec un fracas qui résonna dans tout le couloir. Le bruit d'Antoine heurtant le linoléum sembla galvaniser Damien, qui se précipita sur Léa depuis son côté gauche. Mais Maître Lee l'avait longuement entraînée à faire face à plusieurs assaillants, et elle était prête pour lui. Un simple balayage du pied attrapa la cheville de Damien au moment précis, l'envoyant s'étaler sur le sol dans un enchevêtrement de membres. Tristan fixa ses deux amis au sol, puis Léa, qui se tenait calmement au centre du couloir, avec son sac à dos toujours correctement positionné sur ses épaules. Elle ne respirait pas fort, n'était même pas ébouriffée. « Comment ?» demanda Tristan, la question s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. « 8 ans de taekwondo », répondit Léa avec un ton factuel. « Je n'ai juste jamais vu l'intérêt de le mentionner avant. » La confrontation eut lieu 2 jours plus tard, après l'école, sur le parking où les élèves se rassemblaient pour attendre leur transport ou rentrer chez eux à pied. Tristan sentit qu'il devait réaffirmer sa domination devant un public plus large, bloquant le chemin de Léa avec plusieurs autres élèves qui restaient normalement à la périphérie de leurs activités. « Si tu veux un combat équitable, dit Léa, quand ils l'accusèrent d'utiliser des tactiques déloyales, alors ayons-en un. Juste toi et moi, Tristan. Pas d'amis, pas de coups bas, pas d'excuses. » La foule s'agita d'excitation. Quelqu'un cria « Baston !» et d'autres reprirent le chant. Tristan regarda autour de lui les visages qui les entouraient, reconnaissant qu'il était piégé par sa propre image. Reculer maintenant reviendrait à admettre que son pouvoir avait toujours été une illusion. « Très bien !» dit-il, enlevant sa veste de l'équipe de sport. « Mais quand je te mettrai à l'hôpital, ne viens pas pleurer en disant à quel point c'était injuste. » La foule forma un cercle grossier autour d'eux, tout le monde sortant son téléphone pour enregistrer ce qu'il sentait être un moment légendaire dans l'histoire de Victor Hugo. Léa pouvait voir Chloé, près du bord du cercle, son expression inquiète mais encourageante. Tristan se déplaça avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une confrontation physique. Son premier coup de poing fut un puissant direct du droit visant le visage de Léa, le genre de coup de poing qui aurait mis fin à la plupart des combats avant même qu'ils ne commencent. Mais Léa n'était pas la plupart des gens. Elle avait passé des années à s'entraîner contre des adversaires plus grands et plus forts qu'elle, apprenant à utiliser la vitesse et la technique pour surmonter les désavantages physiques. Elle esquiva le coup de poing de Tristan avec un mouvement subtil de la tête, laissant son poing siffler près de son oreille, assez près pour sentir le vent de son passage. Le raté déséquilibra Tristan, et Léa profita de sa vulnérabilité momentanée pour placer un coup de pied précis dans son plexus solaire. Ce n'était pas un coup dévastateur, mais c'était suffisant pour le faire se plier en deux et le forcer à reculer, haletant à la recherche d'air. Léa se déplaça comme de l'eau, coulant autour de ses attaques avec une économie de mouvement qui la faisait paraître presque paresseuse par rapport à ses efforts de plus en plus frénétiques. Toutes les quelques secondes, elle se lançait avec une frappe rapide de son propre chef, une frappe de la paume dans ses côtes, un coup de pied dans sa cuisse, un coup de poing précis dans son épaule qui engourdissait temporairement son bras.
Alors que Tristan devenait de plus en plus essoufflé et désespéré à chaque échange, Léa restait calme et contrôlée, respirant à peine fort, malgré l'intense activité physique. « Arrête-toi et bats-toi !» cria Tristan avec frustration, se lançant sur elle dans un tacle qui aurait pu fonctionner contre un adversaire non entraîné. Léa esquiva en douceur et utilisa son élan pour l'aider à s'écraser contre la clôture en grillage qui bordait le parking. Le bruit métallique de son impact fit taire la foule momentanément, et quand Tristan se retourna, il y avait du sang qui coulait d'une coupure sur son front où il avait heurté la clôture. « Je me bats », répondit calmement Léa. « Voilà à quoi ressemble un vrai combat. » Ce qui suivit fut une démonstration plutôt qu'un combat. Léa se déplaça avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des milliers d'heures à perfectionner son art, tandis que Tristan s'agitait avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui regardait sa réputation s'effondrer en temps réel. Elle contrôla la distance entre eux sans effort, restant juste hors de portée de ses attaques tout en plaçant ses propres frappes avec une précision chirurgicale. La fin survint lorsque Tristan, poussé par le désespoir et la fierté blessée, ramassa une pierre sur le parking et la lança à la tête de Léa. C'était une escalade dangereuse qui franchissait la ligne entre la bagarre de cour d'école et l'agression potentielle avec une arme mortelle. Léa se baissa sous le projectile et réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides. Sa réponse fut rapide et décisive. Un coup de pied sauté qui attrapa Tristan en plein milieu de la poitrine et l'envoya voler en arrière pour atterrir lourdement sur l'asphalte. Cette fois, il ne se releva pas immédiatement. Le parking était complètement silencieux maintenant, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Tristan. Il était allongé sur le dos, regardant le ciel, tandis que Léa se tenait au-dessus de lui, avec ses poings toujours levés dans une position défensive. « Reste en bas », dit-elle doucement, mais sa voix porta clairement dans le silence. Pendant un moment, il sembla que le combat était terminé. Tristan semblait être fini, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour reprendre son souffle. La foule attendait de voir si Léa allait profiter de son avantage, si elle allait asséner le genre de coup de grâce brutal qui cimenterait sa victoire et son humiliation. Mais alors que Tristan luttait pour se redresser, alors qu'elle voyait la peur véritable dans ses yeux pour la première fois, Léa fit un choix différent. Au lieu de frapper à nouveau, elle recula et baissa les mains. « C'est fini », dit-elle, s'adressant non seulement à Tristan, mais à toute la foule qui s'était rassemblée pour regarder. « On en a fini ici. » 2 semaines après l'incident du parking, Léa fut surprise de trouver Tristan qui l'attendait près de son casier après l'école. Il se tenait à une distance respectueuse, les mains enfoncées dans ses poches, et sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de l'humilité. « Je voulais m'excuser, » dit Tristan, les mots sortant à la hâte. « Pour tout, pour les 2 dernières années, pour ce qu'on t'a fait, pour avoir été une brute. Je n'ai pas vraiment d'excuses. Je pensais juste que c'était drôle, je suppose. Je pensais que ça me faisait paraître cool ou dur ou quoi que ce soit. » Il secoua la tête. « Je n'ai jamais vraiment pensé à la façon dont ça t'affectait. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Léa. Tristan resta silencieux pendant un long moment, fixant le sol. « Regarder cette vidéo, me voir me faire battre par quelqu'un qui fait la moitié de ma taille, voir à quel point j'avais l'air pathétique, mais aussi voir comment tu aurais pu continuer et tu as choisi de ne pas le faire. Tu aurais vraiment pu me blesser quand j'étais à terre, mais tu ne l'as pas fait. » « La violence ne devrait jamais être le premier choix, » dit Léa. « Mais parfois, c'est le seul langage que les brutes comprennent. »« Je comprends maintenant, » dit Tristan, « et je suis désolé, vraiment désolé. Je sais que ça n'annule rien, mais je voulais que tu le saches. » Léa étudia son visage pendant un moment de plus, puis hocha la tête. « Excuse acceptée, mais il ne s'agit pas seulement de moi, Tristan. Il s'agit de tous ceux que toi et tes amis avez pris pour cible au fil des ans. Et il s'agit de s'assurer que ça ne se reproduise plus. »« Ça n'arrivera plus, » dit Tristan rapidement. « En ce qui me concerne, toute cette histoire est finie, terminée. » Alors que Tristan s'éloignait, Léa réfléchit à quel point il était étrange d'avoir une conclusion après si longtemps.
Le garçon qui avait rendu sa vie misérable pendant 2 ans venait de s'excuser avec ce qui semblait être un remords sincère